moi je suis Marjolaine Godard, je suis membre de l'association SOS Mère, dont l'objectif est de sensibiliser et de mobiliser les élus et les citoyens autour de la question de résilience alimentaire des territoires. Notre action, elle se situe en fait sur 2 temps. Un temps court, qui est le temps de la crise. Aujourd'hui, notre mode d'alimentation, il dépend des circuits alimentaires longs et de l'alimentation industrielle. On va y venir avec votre ouvrage. Donc la question là, c'est comment est-ce qu'on peut se nourrir en cas de crise majeure. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps qui est un temps plus long. Et le temps long, c'est plutôt le fait que notre mode d'alimentation, aujourd'hui, il a des impacts sur tout un tas de dimensions, des impacts négatifs sur les dimensions économiques, sociales, culturelles, écologiques et sanitaires. Et c'est là où on vient faire le lien avec votre ouvrage. Donc, vous êtes Jean-David Zetoun et vous avez écrit un livre qui s'intitule, alors je le lis, Le suicide de l'espèce, comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies chez De Noël. Vous êtes médecin. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots votre spécialité médicale et en quoi elle vous permet d'avoir un avis pointu sur ces sujets-là? Alors, j'espère que j'ai un avis qui est juste raisonnable. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, moi, je suis gastro-entérologue. Et après mon doctorat en médecine, j'ai fait un doctorat en épidémiologie clinique. Et donc, j'avais écrit un premier livre sur l'histoire de l'amélioration de la santé, qui d'ailleurs donnait une large place à l'alimentation, puisque, en tout cas en Occident, quand la santé humaine a commencé à s'améliorer à peu près au milieu du XVIIIe siècle, ça a été possible en raison d'un petit nombre de facteurs, dont l'alimentation a joué un rôle important, jusqu'au milieu du XXe à peu près. Ensuite, c'est la médecine et la pharmacie qui ont joué un rôle plus proéminent. D'accord. Et cette année, enfin, il y a un mois et demi, j'ai publié un deuxième livre qui s'appelle Le suicide de l'espèce, qui parle plutôt de la santé mondiale au XXIe siècle et qui analyse de façon particulière la façon dont la société mondiale produit de plus en plus de risques, tout en essayant d'atténuer les risques et donc en dépensant de plus en plus d'argent pour traiter les maladies causées par les risques. Et dans les risques les plus problématiques, il y a d'un côté la pollution, de l'autre côté la transformation alimentaire. Et c'est les risques qui sont les plus problématiques parce que ce sont ceux qui sont en croissance hors de contrôle, premièrement, et deuxièmement, dont la taille de l'impact est très très importante. La taille de l'impact du tabac est très importante, mais le tabac est en décroissance. C'est une décroissance très lente, mais au moins c'est une décroissance. D'accord. Alors que pour les risques alimentaires, donc les risques liés à la transformation alimentaire, on ne parle pas des risques microbiens, on parle des risques métaboliques liés à la transformation des aliments par l'industrie. Là, c'est en croissance constante depuis plusieurs dizaines d'années et dans pratiquement 100% des pays du monde, sans perspective de solution crédible, en tout cas sans plan politique pour faire baisser ce risque. Ça a été quoi pour vous l'élément déclencheur de l'écriture de l'ouvrage? Est-ce que c'est parce qu'en consultation, vous observez déjà, vous, sur le terrain aussi une augmentation des maladies métaboliques? Tout le monde observe une augmentation des maladies métaboliques. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour observer ça. Il suffit de se balader dans la rue ou il suffit d'observer son propre entourage. Il y a une croissance des maladies métaboliques avec ou sans obésité. Et la croissance de ces maladies métaboliques est largement causée par la transformation alimentaire. La quantité d'aliments et la sédentarité jouent un rôle, mais la qualité ou plutôt la non-qualité des aliments joue un rôle très important. Donc franchement, non, ça n'a pas été spécifiquement ça qui a déclenché le projet de rédaction d'un livre là-dessus. C'est plutôt quelque chose qui s'est fait dans la continuité du premier. Et après, oui, je les observe, mais comme tout le monde. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail et nous expliquer vraiment concrètement dans notre alimentation ce qui nous rend malade aujourd'hui? Alors, historiquement, ce qui a rendu les gens malades de l'alimentation, c'était deux choses. C'était premièrement le défaut d'alimentation, donc pas assez d'aliments, ou le fait que l'alimentation était contaminés par des microbes et que c'était pourvoyeur de maladies. Et comme il n'y avait pas d'antibiotiques, pas de vaccins, c'était très grave. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant des milliers d'années depuis la transition néolithique jusque au moins au milieu du 18e, mais en fait encore plus loin. Aujourd'hui, ce qui nous pose le plus de problèmes dans les pays occidentaux et non occidentaux, c'est le fait que l'alimentation est de mauvaise qualité parce qu'elle est trop transformée. Et donc, cette transformation alimentaire provoque un répertoire très large et non spécifique de maladies chroniques, dont l'obésité est un signe, mais est loin d'être la seule.
Et donc, aujourd'hui, la transformation alimentaire est impliquée dans plein de cancers, les maladies cardiovasculaires, mais aussi des maladies auto-immunes, du diabète, un syndrome de l'intestin irritable et peut-être même des maladies mentales. Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de la transformation? C'est parce qu'on ajoute des choses dans les aliments. Vous parliez beaucoup du sucre et du fructose. On ajoute aussi beaucoup de gluten. Est-ce que c'est l'ajout ou est-ce que c'est le fait de transformer C'est les qui deux. C'est les deux. chimiquement? Ouais, c'est les deux. L'industrialisation de l'alimentation a été associée premièrement à des processus de transformation, deuxièmement à des rajouts d'ingrédients non utiles qui, en revanche, ont une activité toxique certaine. Et donc, c'est cette combinaison de process qui est à l'origine de la toxicité des aliments ultra transformés, selon des mécanismes qui ne sont pas toujours clairs, hein, parce que c'est très complexe, mais qui est suffisamment documenté sur le plan épidémiologique et aussi sur le plan biologique pour qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de doute possible sur le caractère négatif de l'alimentation ultra transformée. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner du coup peut-être quelques exemples d'éléments qui sont ajoutés? Alors, vous avez cité le sucre, effectivement. Donc, il y a beaucoup de sucre qui est ajouté souvent dans les produits ultra transformés. En particulier, pas tant de sucrose que ça. Le sucrose, c'est le sucre de table. Mais un autre sucre qui est légèrement différent, qui est le fructose, qui est un sucre qui n'est pas indispensable au fonctionnement de l'organisme, qui est un sucre qui est présent naturellement dans les fibres, mais dans les fruits, pardon, mais en quantité beaucoup moins importante, et associé à des fibres, ce qui change tout, alors que dans les produits ultra transformés, il n'est pas associé à des fibres et il est en concentration très importante. Le fructose est addictif et le fructose est mauvais pour la santé. Mais le fructose, évidemment, a comme effet de rendre les aliments parfois perçus comme étant attractifs. C'est pour ça que les gens ont tendance à aller vers ces produits. Mhm. Et ensuite, ça provoque même une addiction qui font que non seulement ils vont vers ces produits, mais qu'ils y reviennent. Et qu'ils donc rentrent dans un processus alimentaire qui est mauvais pour eux sans qu'ils s'en rendent compte du tout, à part quand ils tombent malades. Et donc, c'est ça qui ne va pas. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts comme ça qui Il y en a sont... plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a plein de produits chimiques. Il y a plein de produits. Encore une fois, c'est très complexe parce qu'il y a des milliers d'ingrédients qui sont incorporés chaque jour, qui sont ingérés chaque jour par tout le monde. Et donc, on ne peut pas démêler qu'est-ce qui fait quoi. Euh, mais on sait que c'est mauvais. Ok, donc c'est en tout cas le processus de transformation. J'avais une Oui. autre question pour le coup par rapport aux produits bruts, à la qualité des produits bruts. Si demain on mangeait tous des légumes cultivés de manière industrielle, c'est-à-dire avec le principe de l'agriculture intensive, est-ce qu'on serait en meilleure santé? Alors, il vaut mieux toujours quand même, en règle générale, avoir recours à des produits frais par rapport à des produits ultra transformés. Donc, des fruits ou des légumes, c'est des produits frais. C'est mieux que des pizzas, des biscuits, des chips, des gâteaux, des repas préparés, etc. Ça, D'accord. c'est clair. Après, là où l'agriculture industrielle est critiquée, c'est qu'elle utilise beaucoup de produits chimiques et de pesticides pour maintenir son rendement. Et ça, c'est une autre source de toxicité. C'est pas la même. Mm. Ces produits-là sont frais, ce qui est un mérite immense. Mais quand ils sont contaminés par des produits chimiques et par des pesticides, ils font courir, non pas de façon systématique, mais de façon probabiliste, d'autres risques pour la santé qui, eux aussi, posent problème. Donc, l'idéal, c'est d'avoir recours à des produits frais, sans produits chimiques ou avec un minimum de traitement chimique. On Mm. sait que c'est difficile, mais on sait que c'est possible. Je crois que c'est vers ça qu'il faut tendre. Ouais. On sait aussi qu'ils sont souvent modifiés, génétiquement modifiés. Euh, Alors, je suis pas un spécialiste des OGM, mais les gens qui travaillent sur les OGM disent de façon majoritaire qu'il n'y a aucune preuve scientifique que les OGM soient mauvais pour la santé. d'accord. Euh, Par contre, on sait que la promesse des OGM qui était d'éviter les pesticides parce que les produits seraient plus résistants, etc., cette promesse-là n'a pas été correctement tenue puisque les OGM sont quand même imprégnés de produits chimiques ou de pesticides pour maintenir le rendement des récoltes.
Donc, cette promesse-là ne tient pas trop. Par contre, est-ce que les OGM sont mauvais pour la santé? Honnêtement, la plupart des gens disent qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. D'accord. J'avais entendu pour le coup que, par exemple, sur le gluten, l'intolérance au gluten venait du fait de la transformation de la céréale, du blé en elle-même, qu'on raccourcissait et que la protéine avait été modifiée et que c'est ce qui rendait la digestion difficile pour l'organisme. Je suis pas compétent et je suis pas au courant de ça. D'accord, ok, ça marche. Sur ce sujet-là, de manger des produits bruts mais issus d'une agriculture intensive, juste pour vous dire, les travaux qu'on fait nous, ils nous montrent aussi qu'il y a des impacts qui sont pour le coup du plus long terme. C'est-à-dire que j'avais eu un échange vraiment très intéressant avec quelqu'un qui est aujourd'hui chef de culture dans le nord de la France, qui avant était logisticien dans la production de brocolis, donc dans la production industrielle de brocolis. Donc, où là, l'objectif, il l'avait dit, il avait été assez cash. L'objectif de l'industriel qui était son patron, c'était juste de faire du volume parce qu'il alimentait une grande partie des cantines scolaires. Et que en fait, ce qu'il m'avait expliqué, c'est que les effets à plus long terme de produire comme ça de manière industrielle, c'est-à-dire avec des aliments de pas très bonne qualité, qui n'ont gustativement pas de goût, qui sont pas très intéressants, qui vont être un petit peu durs à consommer et qui nutritionnellement ne sont pas nécessairement très bons. Il y avait des impacts autres que sanitaires, plutôt sur des aspects culturels, c'est-à-dire qu'on apprend aux enfants qu'un brocoli, c'est pas bon. Et ça c'est des choses qui ensuite, sur le long terme, restent quelque part intégrées dans l'inconscient. Donc, on intègre, en faisant manger des aliments comme ça qui ne sont pas bons, juste même d'un point de vue purement gustatif, on intègre le fait que c'est pas bon et donc on va se diriger plutôt vers des aliments transformés et des aliments industriels. Donc, il y a ces effets-là aussi qui sont presque... Enfin, qui, à un moment donné, rejoignent le sujet sanitaire, mais qui aussi prennent différents facteurs. Le facteur économique, c'est que tout le monde veut manger pour pas trop cher. Le facteur culturel, on désapprend à manger des légumes et on désapprend à les cuisiner. Et puis, à terme, du coup, ça arrive à avoir des conséquences sanitaires. Ça, c'est aussi des choses que vous voyez peut-être dans vos Non, consultations. moi, je vois très bien ce que vous voulez dire et c'est intéressant. Moi, je suis pas compétent pour ça parce que je suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais je comprends bien le raisonnement de ce monsieur. Je pense effectivement que c'est un risque, mais encore une fois, je suis pas capable de l'estimer. Ce que ça dit, c'est que c'est le système qui est défaillant, le système alimentaire mondial qui ne marche pas parce qu'effectivement, euh, euh, bah, enfin, voilà, l'illustration est bonne de dire il faut qu'ils en fassent le plus possible, mais du coup, ça se fait au détriment non seulement potentiellement de la qualité nutritionnelle, mais aussi du plaisir que ça apporte, alors que ce qu'on veut, c'est que les gens aiment les produits frais. Je Mhm. pense que tout le monde aimerait pouvoir bien manger, et aujourd'hui, le système ne le permet pas pour une autre réalité que vous avez à peine effleurée, qui est que économiquement, c'est difficile. Mhm. Alors que tout le monde devrait pouvoir bien manger de la même façon que tout le monde veut avoir une eau potable dans son robinet. Oui. Alors ça, justement, vous en avez parlé, j'ai entendu dans une interview de l'eau du robinet qui contient, pour 20%, c'est ça? Est-ce que vous pouvez Ouais. en parler un petit peu? Oui, oui, bah là, c'est pas ma propre expertise, hein, mais il y a eu une enquête qui a été publiée par Le Monde à l'automne 2022 sur le fait que 20% en moyenne de l'eau du robinet en France n'est pas conforme aux normes concernant les résidus de pesticides. Et d'ailleurs, je crois qu'il va y avoir une actualisation de cette enquête qui va montrer que c'est encore plus que ça. Oui, c'est un énième exemple de la pollution diffuse qui est autour de nous et qui est devenue quasiment inévitable, alors que personne n'en veut, c'est mauvais pour la santé et que c'est quelque chose qui, là encore, est techniquement évitable. C'est-à-dire que si on décide de faire en sorte qu'il y ait moins de résidus de pesticides, on peut le faire. Mais pour les individus, c'est impossible. Quand vous avez l'eau du robinet de chez vous qui est pas OK, bah, vous pouvez rien faire, quoi, à part consommer que de l'eau en bouteille, mais ça n'est pas accessible à tout le monde. C'est même une minorité de gens qui. Quoi les maladies qui sont créées par l'alimentation industrielle? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc l'obésité, c'en est une, mais c'est autant un signe qu'une maladie en soi. Sinon, les maladies cardiovasculaires, plein de cancers, notamment les cancers digestifs, euh, certaines maladies auto-immunes, certaines pathologies mentales peut-être, le syndrome de l'intestin irritable, les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Voilà, donc toutes ces maladies sont pas créées, mais sont favorisées, ça veut dire qu'elles deviennent plus probables
quand les gens sont lourdement exposés à une alimentation qui est trop transformée. D'accord. Est-ce que sur les maladies mentales, c'est quoi? C'est des études qui sont en cours sur le Il y a sujet? oui, oh, bah, il y en a toujours des études en cours, ça, il y en a toujours. Il y a des données qui suggèrent que certains troubles du développement sont plus fréquents chez des enfants qui sont exposés à une alimentation trop forte. J'avais entendu des recherches sur le lien entre l'autisme et l'alimentation, par exemple. C'est à ce genre de maladie que vous pensez ou... Oui, mais en sachant que bon, la cause de l'autisme, c'est quelque chose qui est complexe et controversé et qui est aussi sans doute associé justement aux polluants chimiques de l'environnement, mais peut-être que l'alimentation trop transformée joue aussi un rôle. Encore une fois, c'est très difficile à déterminer sur le plan épidémiologique, mais c'est possible. Pour autant, de toute façon, même si les aliments trop transformés n'étaient pas du tout impliqués dans l'autisme, il y a déjà tellement de maladies qui sont impliquées que ça justifie une action de répression de l'excès de transformation. Ok. Et dans quelle mesure ça pèse sur notre système de santé? Alors, c'est énorme. Il y a plusieurs estimations qui sont possibles, mais par exemple, juste pour l'obésité en France, qui encore une fois n'est qu'une partie du problème, on pense que c'est 11 milliards de dépenses directes, c'est-à-dire 5% du budget de l'assurance maladie. Aux États-Unis, l'obésité, c'est plus de 1 milliard de dollars par jour de dépenses de santé, qui sont des dépenses de soins. Mais ça va bien au-delà de l'obésité, parce qu'il y a le diabète avec ou sans obésité, il y a, comme je vous ai dit, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Donc c'est très, 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 très important. C'est en croissance, et c'est même en croissance de façon plus rapide que la croissance économique, c'est-à-dire la croissance de nos moyens et la croissance des dépenses qu'on peut attribuer. Est-ce que vous arrivez à discuter avec des industriels de l'agroalimentaire sur ces sujets-là? J'ai pas essayé et ils n'ont pas essayé non plus, donc je suis pas trop au courant de ça. Encore une fois, je pense que les industriels, ils sont dans un système. Alors, et tant qu'on changera pas les règles du jeu pour eux, ils ne changeront pas leurs pratiques. Je pense que l'industrie agroalimentaire peut faire autre chose et qu'il faut les accompagner pour qu'ils se reconvertissent vers la mise en vente de produits qui sont moins transformés, moins imprégnés de produits chimiques, avec une règle de coût qui soit différente aussi parce qu'ils doivent pouvoir être bénéficiaires, hein, c'est normal. Mais aujourd'hui, le système ne le permet pas. Ni sur le plan de la réglementation, ni sur le plan des règles économiques. D'accord. Et avec la sortie de votre ouvrage, vous avez pu avoir des échanges avec des politiques à un niveau national ou... Bon, il y en a qui nous contactent et donc on les prend ou on les prend pas selon le parti politique auquel ils appartiennent. Euh, mais bon, vraiment, je suis extraordinairement humble quant à l'impact que ça peut avoir, parce que les politiques eux-mêmes sont pris dans un système où j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tant d'influence que ça. Bah, Mais on va essayer. c'est pour ça que nous, notre axe, c'est vraiment d'aller travailler sur du local, en fait, du Ouais, plus bien sûr. local, avec d'un côté la mobilisation citoyenne et de l'autre les élus locaux. Et il y a Ouais. quand même des projets qui se montent. Et, bon, il y a quand même des choses qui se mettent en place et on est d'accord, c'est un petit peu du travail de fourmi. Du coup, on est moins sur de la vision, comment dire, nationale avec des grandes directives qui seraient appliquées. Mais ça, moi, j'ai bossé dans l'industrie agroalimentaire et c'est vrai que ça paraît compliqué. En tout cas, ça risque de prendre du temps d'arriver comme ça sur des manières un petit peu plus coercitives de carrément transformer des business models. Parce que moi, en l'occurrence, Une j'ai bossé. génération. euh, euh, Il faudra une génération. c'est ça, donc là, au moins, ça paraît du travail de fourmi, mais au moins, on est en contact direct, on est sur le terrain avec les gens qui font déjà. Et il y a quand même des choses qui se mettent en place. Donc, voilà, c'est assez excitant aussi de se dire qu'il y a peut-être une autre manière de se dire qu'on peut concevoir le système alimentaire. C'est pas l'idée de complètement sortir du système tel qu'il est aujourd'hui parce que probablement qu'on a besoin malgré tout de l'industrie agroalimentaire parce que c'est une très grosse machine qui permet de nourrir beaucoup de gens, que les échanges internationaux sont aussi très importants, ne serait-ce que pour maintenir la paix. Mais il y a peut-être des choses à faire un petit peu en parallèle et qui permettent de venir justement sur tous les aspects dont je vous parlais tout à l'heure, et y compris l'aspect santé, d'aller progressivement faire évoluer quand même un petit peu
la conscience qu'on a de notre manière de nous nourrir et de tous les impacts que ça a aujourd'hui plutôt un peu négatifs, mais que ça peut avoir d'un point de vue extrêmement positif aussi. Non, non, mais c'est super et je suis sûr que c'est une partie de la solution et donc c'est pas négligeable. Je suis d'accord avec ça. Ok. Bon, bah super, bah merci beaucoup. Bon, merci à vous pour l'invitation.